Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Business Challenge. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Nous allons partir comme d'habitude dans cette édition à un grand événement qui est organisé chaque mois pratiquement par la Faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université de Niamey et Impact Media, votre agence qui produit l'émission Business Challenge entre autres. Et pour cette édition de partage d'expérience, nous recevons Hamma Hamadou qui est un personnage très connu ici, assez connu en tout cas dans l'environnement économique, mais également institutionnel du Niger, puisqu'il a été directeur général des impôts. Il a été aussi co-cadre dans différentes administrations, notamment à la SOPAMIN, et aussi actuellement, il est conseiller spécial du Premier ministre. Hamma Hamadou, qui est aussi un modèle de leadership quand même, qui est inspirant pour une bonne partie de la jeunesse. Vous allez voir son parcours, ses réalisations, vous allez voir aussi les défis qu'il a surmontés au cours de sa carrière et aussi, puisqu'il a fait aussi une incursion dans le secteur privé, où il a encore peut-être aussi un regard et des interventions régulières. Au cours de la conférence à laquelle Hamma Hamadou a été convié, dans le cadre de partage d'expérience, nous allons découvrir le parcours et aussi tout ce que cela peut avoir comme modèle d'inspiration pour notre jeunesse. Chaque mois, l'agence de communication globale et digitale Impact Media et la faculté des sciences économiques et de gestion FSEG organisent la conférence Partage d'expérience. Une séance qui a pour but d'inspirer les étudiants et jeunes porteurs de projets en leur proposant de croiser leurs regards entre l'économie, l'entrepreneuriat et les grands enjeux de développement durable qui façonnent le Niger de demain. Et pour clôturer l'année académique 2025-2026, elles ont mis à l'honneur M. Hamadou Hamma afin qu'il partage ses expériences des postes stratégiques de l'appareil économique et financier de l'État et de la gestion entrepreneuriale qu'il a eu à occuper. Convaincus des succès qu'enregistrera cette édition, les organisateurs ont partagé les qualités ayant permis à l'invité d'être à la table des séances. Tous les enseignants sont là. Et ensuite, nous avons quelques étudiants. Le débat va être un débat non seulement pratique, mais aussi académique. Et très intéressant. Notre cher invité, c'est un homme qui est là et qui s'est mis à la disposition du pays. C'est un profil qui est rare, un profil multidimensionnel. D'abord, c'est un homme brillant sur le plan intellectuel, déjà sur le plan scolaire, déjà brillant. Partout où il a été, tout le monde le connaît. Deuxièmement, comme je l'ai dit, multiculturel, parce qu'il est à l'aise aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et enfin, c'est un homme de rigueur, reconnu pour son éthique. Un bref portrait de l'invité a été présenté pour permettre aux participants d'avoir un aperçu sur son parcours académique et professionnel. En plus de 35 ans de carrière, M. Hamma Hamadou a traversé avec une constance exemplaire tous les étages de la haute administration nigérienne. Du jeune inspecteur du Trésor à chef de service comptable, diplomate à Bruxelles, directeur général des impôts pendant près d'une décennie, patron de la SOPAMIN, conseiller de 2 présidents de la République, d'un ministre d'État puis du Premier ministre, tout en bâtissant une holding familiale et un cabinet conseil de référence, offrant ainsi l'image rare d'un serviteur de l'État et du secteur privé qui a su conjuguer compétences techniques, sens de l'intérêt général et esprit d'entreprise. Avec plus de 35 ans d'expérience en gestion d'affaires à enjeu, à la direction d'organismes publics au Niger et à l'international, M. Hamadou Hamma a eu le plaisir d'aborder dans un style stratégique son riche parcours par poste afin qu'il soit profitable aux jeunes. Doté d'un esprit analytique orienté vers la réussite et la persévérance, à chaque occasion, il tire des expériences et saisit les opportunités pour en faire des catalyseurs de réussite de ses objectifs. J'étais un jeune diplomate à Bruxelles. Un jour,
J'ai été invité par le président de l'Université libre de Bruxelles. Et j'ai eu la chance d'être placé côte à côte avec Winnie Mandela. On a discuté sur beaucoup de sujets. Je me suis rendu compte que j'ai eu plus de chances de la convaincre qu'elle n'a eu de chance de me convaincre. Sur des sujets, mais ce sont des sujets sociétaux et autres. Mais depuis ce jour, je me suis dit une chose. Le leadership, c'est la capacité à porter un fardeau sans fléchir. La deuxième inspiration qui m'a façonné pour ce qui me concerne, le parcours, on le sait. J'ai eu un oncle autodidacte qui est parti de beauté, chercher sans avoir jamais mis pied dans une école au Ghana. Eh bien, c'est le modèle le plus tangible pour moi, le plus proche de moi. Un homme qui n'a jamais mis pied dans une salle de classe, qui ne savait ni lire, ni écrire au sens académique du terme. Et pourtant, il a créé un empire, une banque, une compagnie d'assurance et une société de transport, pour ne citer que ces sociétés-là au Ghana, avec 50 000 employés. Et la prestigieuse London School of Economics lui a décerné un docteur honoris causa pour ça. L'école est venue à lui, et non le contraire, parce que lui, il avait créé l'école de la vie. C'est la leçon que j'ai retenue. Étant un des moteurs de la politique économique du Niger, il explique comment s'est déroulée sa carrière bâtie sur la maîtrise des finances publiques et de la fiscalité. Une phase pleine de challenges qu'il a su relever avec succès. Mon premier directeur, le directeur général du budget, Djibir Mamadou Aboua, je ne sais pas si vous avez entendu ce nom, c'est le fonctionnaire exemplaire. Il m'a appris les valeurs qui font le fonctionnaire, pas le commis. Parce que ça, on sait tous faire. Et donc, il a montré la voie. Comment on gérait les ressources. Pourquoi il faut bien les gérer. L'économie des moyens, pour moi, est quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas réussir dans le privé si vous ne savez pas gérer les sous. Dans l'administration, vous pouvez dépenser, mais vous n'aurez pas la réussite. Parce que l'objectif final du service public n'aura pas été atteint. Toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient ceci en commun, la question d'endurance et la question de savoir déléguer. Il y avait une autre leçon que moi j'ai apprise de ce parcours, ce qu'il ne faut jamais dépenser quand cela n'est pas nécessaire. Et donc, j'ai essayé de m'appliquer cette règle pour venir au parcours à la Direction générale des impôts, par exemple. J'ai vu au départ des fonctionnaires qui aimaient les bureaux confortables, qui aimaient les voitures de fonction, flambant neufs, qui aimaient les colloques à l'étranger. Mais derrière, il manquait de formation, il manquait de logiciels parce qu'ils étaient obsolètes, et les contribuables passaient des heures dans les files d'attente interminables. On dépensait pour paraître, pas pour l'efficacité. J'ai personnellement inversé la logique. J'ai rogné sur le superflu pour investir sur l'essentiel. La formation des jeunes cadres, de la première fois qu'on a pu avoir des thésards à la Direction générale des impôts. Donc, la numérisation des services. Le CISIC, pour ceux qui connaissent la DGI, c'est mon initiative et c'est moi qui cherchais les fonds de financement jusqu'à pratiquement à la fin. Nourri d'ambition illimitée, l'invité a effectué une reconversion réussie de l'administration publique vers l'administration privée. Une étape impressionnante qu'il relate sous forme de mentorat. Certains d'entre vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont être destinés à la fonction publique. Il y en a beaucoup qui aiment, d'autres au privé, d'autres à l'entrepreneuriat. Je peux vous dire que le terrain de jeu est différent, mais le combat est le même.
Dans l'administration publique, le processus de décision est complexe. Il y a des jeux d'acteurs, des non-dits, un temps politique qui n'est pas le temps administratif. Pendant près de 25 ans, j'ai servi dans ces conditions-là. J'ai été ensuite dans le privé. J'ai sauté le pas. Curieusement, je travaillais 2 fois plus que dans la fonction publique. Il y avait nettement moins de vacances, beaucoup plus de pression. Mais peut-être aussi la différence de salaire compense tout ça, entre le privé et le public. Maintenant, j'assume parfaitement ce choix, celui de la performance, du dépassement de soi. Pourquoi je vous dis cela? C'est pour que vous sachiez que la liberté se gagne par le sacrifice. C'est important de le savoir. Dans le privé, le management est plus souple, mais l'exigence est totale. Si vous ne répondez pas aux attentes du client, eh bien, vous êtes sûr que vous allez être remplacé par vos concurrents. Vous devez donc déplacer des montagnes pour réussir à la vie. Je suis passé d'une logique d'acteur à une logique de résultat. Et je n'ai jamais été aussi épanoui professionnellement. Malgré la pression, parce que je contrôlais enfin ma destinée dans le privé. Les succès enregistrés dans sa carrière grâce à la persévérance, la ténacité et la conviction de servir ont poussé M. Hamadou Hama à prodiguer des sages conseils aux participants et à la jeunesse nigérienne qui souhaite bâtir une carrière dans le secteur public, privé ou un parcours entrepreneurial. Vous êtes l'élite intellectuelle de ce pays, mais le potentiel ne paie pas les factures. Sachez-le. Il ne change pas le monde. Vous allez entrer dans un monde difficile, un monde où le chômage guette, où l'informel domine, où la corruption peut parfois sembler être la voie la plus facile. Mais je vous en conjure, regardez autour de vous ceux qui ont réussi. La séance de partage d'expérience s'est poursuivie avec un cadre d'échange interactif entre les participants et l'invité, une étape qui a contribué à enrichir l'assise. Avec franchise, l'invité a répondu aux questions des participants. Lorsque vous avez décidé de démissionner de la DGI, comment est-ce que vous avez géré ça? Comment la famille, en tenant compte des éléments de famille? Moi, j'ai démissionné pour sauver la DGI. Pas moi. Mon confort personnel, ça me regarde pas. Mais je t'ai dit, ça c'est quelque chose, c'est insultant pour le service. Et la manière dont l'État se comportait vis-à-vis de la direction qui produisait les meilleures performances comparées au service frère, ce n'était pas normal. Donc j'ai géré ça comme on... J'ai jamais insulté quiconque. Ce que je viens de dire, j'ai jamais dit à quiconque. Pourquoi au Niger, nous manquons évidemment des entrepreneurs qui ont réussi, mais qui ne motivent pas en réalité les jeunes, sinon la jeunesse à entreprendre. Personne ne va vous aider à devenir entrepreneur. Ils vont vous inspirer. Regardez-les, comment ils ont fait, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés. C'est ça que vous devez, c'est les modèles que vous devez checker. Pour la deuxième partie de Business Challenge, nous allons partir à la découverte d'une entreprise dénommée Sahelia Clouds. Sahelia Clouds est une entreprise innovante qui agit dans le domaine de la transformation digitale, particulièrement dans le secteur de l'eau. Nous allons faire un plateau pour lequel je vous invite à nous suivre. À tout de suite. Ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge, notre plateau Business Challenge qui reçoit Moussa Jibrina, qui est un acteur du numérique, comme on peut les appeler aujourd'hui, du digital au Niger. Il est le directeur général de l'entreprise Sahelia Clouds. Moussa, merci d'être venu dans Business Challenge. Okay. Nous allons parler justement de Sahelia Clouds et de ce que Sahelia Clouds fait. Okay. Je vous remercie pour l'invitation aussi. C'est un grand plaisir. Alors, Sahelia Clouds, il faut nous en parler. Qu'est-ce que Sahelia Clouds fait exactement? Qu'est-ce qu'elle propose comme service?
Voilà. Donc, Sahelia Clouds, en fait, c'est une société de conception de logiciels. Donc, ici, les logiciels, en fait, ils ont une certaine spécificité. Ce sont, comme vous venez de l'indiquer ici, ce sont des logiciels sur cloud. Okay. Voilà, donc ceux qui s'opposent à de l'infrastructure physique. Voilà, donc en fait, on va dire on est éditeur de logiciels. Parce qu'il ne faut pas avoir à nous une société qui fait un thème précis, mais par contre, on édite des logiciels dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, justement, éditer des logiciels veut dire répondre à des besoins spécifiques. Exactement. C'est-à-dire que ces besoins peuvent être dans différents secteurs, mais une entreprise comme vous va pouvoir apporter une réponse technologique. Exactement. Et en matière de spécificité aujourd'hui, quels sont les types de logiciels que vous développez? Voilà, donc nous avons en fait plusieurs familles de logiciels. Donc le premier, en fait, qu'on a appelé PESA. Donc moi, dans ma conception initiale, vraiment c'était d'investiguer dans le domaine du développement au Niger. Le domaine du développement. Le développement, surtout en fait les secteurs sociaux, de l'éducation, de la santé et aussi de l'hydraulique, dont je suis du domaine. Parce qu'en fait, je suis aussi ingénieur hydraulicien. Voilà. Donc, avant de créer cette société, vous êtes déjà ingénieur hydraulicien qui s'est spécialisé dans le développement des logiciels. Exactement. Exactement. C'est spécialisé, on va dire, de manière autodidacte. En fait, je me suis formé à la matière. Donc, cette famille de logiciels, nous nous sommes focalisés beaucoup plus sur un logiciel qui s'appelle PESA AEP. PESA AEP. AEP, voilà, qui s'intéresse à l'alimentation en eau potable et en milieu rural surtout. Et là, quelle est la solution que vous apportez concrètement dans ce domaine? Parce qu'on sait quand même que l'accès à l'eau est un des grands défis dans nos pays de manière générale, au Sahel, mais particulièrement au Niger, et particulièrement aussi en milieu rural. C'est quoi le besoin auquel vous répondez? Exactement, voilà. En fait, ici, le besoin auquel nous répondons, il est réel, c'est celui de la traçabilité. Voilà le mot. De la gestion de l'eau. De la gestion de l'eau, on va dire. Donc, parce que, en fait, dans l'ordinaire, comment les choses se passent, le secteur de l'eau, il y a ce qu'on appelle la gestion déléguée, donc qui regroupe des acteurs comme les collectivités territoriales, les délégataires qui sont des privés, qui sont recrutés pour pouvoir gérer ces infrastructures, et puis il y a les communautés elles-mêmes. Voilà. Donc maintenant, on observe en fait dans les faits que les données sont remontées de manière vraiment très informelle. Voilà, il n'y a pas un circuit de validation et de compréhension de comment tout se passe. De telle sorte que souvent, dans les collectivités territoriales, il y en a qui peuvent attendre des mois et des mois pour avoir un rapport, alors que, voilà, avec notre solution, donc on permet vraiment, à partir des données prises sur le terrain, de vraiment générer des rapports de manière automatique. Comment ça se fait réellement? Qui sont les acteurs à qui vous apportez une réponse en implantant une solution comme ça? Ces acteurs sont d'abord les collectivités territoriales, qui sont les maîtres d'ouvrage. Voilà, donc ces collectivités territoriales sont chargées d'assurer un service continu de l'eau aux populations. Donc les communautés la fourniture locales. De l'eau à travers les bonnes fontaines, c'est ça? À travers les bonnes fontaines, voilà, et il y a les services techniques qui les suivent. Ces collectivités, en fait, elles ont aussi un droit sur cette gestion de l'eau à travers ce qu'on appelle les redevances. Voilà. Donc nous, concrètement, ce qu'on leur apporte, c'est la visibilité. C'est que vraiment, un tel gestionnaire ou bien un opérateur qui prend tel système AEP, tel forage, donc à un moment donné, à la fin de ce mois, il doit pouvoir amener un tel montant. Auparavant, il ne le savait pas. Parce que le monsieur, il part, il fait ses trucs sur papier, voilà, on ne sait pas comment ça s'est fait, et il dépose le rapport. Et s'il le dépose même à temps. Alors qu'avec notre solution, c'est vraiment un traçage. On crée un canal numérique de confirmation en fait de tout ce qui se passe. Donc au quotidien, quand on fournit l'eau, votre système va permettre de savoir quelle quantité a été consommée, qui a consommé, à quel prix, et qu'est-ce que la commune ou le village peut avoir comme recette liée à l'eau, c'est ça? Liée à l'eau, exactement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est fait dans tout le pays ou bien c'est
se déployer juste sur certaines parties du pays? On a bénéficié d'un accompagnement d'un programme qui s'appelle Frasea, d'abord qui est mis en œuvre par une ONG qui s'appelle Helvetas Niger, mais qui est financée par la coopération suisse au Niger. Voilà, donc en fait, ce programme nous a permis de déployer tout d'abord une première phase pilote. Et suite à ça, quand ils ont vu que vraiment ça répond à des besoins précis, ils ont étendu à l'ensemble de leurs zones d'intervention, soit 25 communes de la région de Maradi, précisément. Donc c'est à Maradi actuellement. C'est à Maradi. Voilà. Uniquement dans la région de Maradi. Uniquement dans la région de Maradi. Ok. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être déployable partout? Si, très bien. Donc là, technologiquement, nous avons ce que nous appelons l'enrôlement technique des localités. Donc le travail qu'on a fait, parce qu'entre-temps, il y a le ministère de l'Environnement et de l'Hydraulique qui a intervenu dans cette initiative et d'ailleurs qui nous a permis d'adopter la nomenclature nationale. Parce qu'avant, on était en fait sur une base théorique. Parce qu'en fait, il y a des identifiants. Donc nous, on avait créé des identifiants théoriques pour pouvoir avancer le logiciel. Et heureusement que le ministère il a intervenu dans le projet. Il nous a amené toute la nomenclature nationale et on s'est conformé à cette nomenclature. Aujourd'hui, si nous décidons de connecter, par exemple, la région de Tawa, spécifiquement, par exemple, on prend Konni. Donc c'est très facile de le faire parce qu'il y a ce travail-là qui a été fait. Il y a une base déjà qui est là. Une application comme ça, aussi dans un pays où le défi de la connectivité demeure quand même, est-ce que c'est une application qui peut fonctionner même s'il n'y a pas de connectivité Internet, par exemple? Donc quand on avait commencé, on a pris en compte effectivement tous ces enjeux. Donc, et surtout le fait qu'il y ait aussi certaines communautés sont éloignées. Donc on a commencé avec le SMS, le canal du SMS. Là aussi, il y avait une certaine intermittence du réseau et on a dû vraiment suspendre ça pour aller vers le WhatsApp qui paradoxalement était beaucoup plus stable. Voilà, donc vraiment c'était... Donc les informations sont remontées à travers WhatsApp, pour alimenter la plateforme. Exactement. Donc après WhatsApp, on a étendu le champ d'application à la web application. Voilà, et maintenant on est jusqu'à en application mobile. Donc on a jusqu'à 4 canaux potentiellement. Voilà. Mais comment se fait réellement la remontée de l'information? Est-ce que c'est à partir de la borne fontaine que l'information démarre ou bien c'est à partir du village? Ok. L'information, elle est individualisée par rapport aux points de desserte. Donc, dans les bornes fontaines constituent un des points de desserte. Donc, il y a les bornes fontaines, il y a les branchements privés. Parce que même en milieu rural, il y a des branchements privés. Voilà, il y a les bornes sociales qui alimentent les écoles, les dispensaires et autres. Donc, la mesure, elle se fait justement au niveau de ces points d'eau. Donc, comment elle se fait concrètement? Donc, en début du mois, on prend un index et en fin du mois, on prend un index. Donc, entre les deux valeurs, vous voyez, il y a le volume d'eau consommé au niveau de ce point. Et là, un système d'eau ou un forage comporte l'ensemble de ces points de desserte qui peuvent être une centaine. En tout cas, ça peut être même des milliers à l'échelle d'un ou plusieurs systèmes. Parce qu'il y a des systèmes intervillages. Et donc, c'est la somme de tous ces trucs-là qui sont globalement reportés en temps réel sur le dashboard ou bien le tableau de bord de la collectivité. Alors, un logiciel comme ça, quand même, qui est, je pense, quand on regarde le service rendu ici, est vraiment un service à la fois d'un point de vue économique, il est important, mais il est aussi d'utilité publique. Maintenant qu'une organisation comme Helvetas l'a soutenu, est-ce que les acteurs gouvernementaux s'y sont intéressés, par exemple? Très bien. Donc déjà, en fait, si on prend par exemple le programme Frasea, ce sont des programmes qui sont exécutés en collaboration avec le gouvernement. Donc déjà, il y a les acteurs du ministère de l'Hydraulique qui sont impliqués en fait, dans le processus. Et comme je l'ai dit, le point fort, c'est qu'ils nous ont permis de valider toutes ces données. Le fait d'avoir créé le cadre réglementaire est permis à ces agents de superviser parce qu'ils font des missions de supervision. Voilà. Maintenant, c'est l'autre aspect. Parce que toute chose, quand même, il y a un coût. Maintenant, c'est sur le plan de financement de cette activité. Dans ce que nous avons fait, bon, l'État n'a pas intervenu, mais aussi dans ce qui est prévu pour la mise à l'échelle, comme on dit, au niveau national. Donc, on ne sent pas ce besoin d'intervention de l'État. Voilà, donc peut-être que les choses peuvent changer. Mais en tout cas, l'État a un grand rôle à jouer dans le processus parce que ça concerne les communautés. En lisant sur la présentation de Sahelia Clouds, et je pense même dans les échanges préalables qu'on a eus, j'ai cru comprendre que vous avez une distinction dans le cadre du projet Village Intelligent. C'est concernant quoi exactement?
Ça concerne une compétition qui s'appelle Startup FinTech Challenge. Voilà, qui a eu lieu en 2023. Ah, c'est nous qui l'avons organisé d'ailleurs. C'est vous. Donc vous étiez lauréat dans ce cadre. Ça, j'avais oublié quand même. Parce que j'ai vu la liste des lauréats, mais je ne me souviens pas de ça. Exactement, je suis lauréat dans la deuxième catégorie. Voilà, donc effectivement, j'avais présenté ce logiciel et ça. Voilà, donc je ne sais pas, ils ont dû voir en ce logiciel cette capacité d'être même dans les contrées rurales. Ça épouse vraiment leur idéologie et aussi la Banque mondiale qui intervient aussi dans le secteur de l'eau. Donc c'est que toutes choses ce que nous faisons. En dehors de l'eau, est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels vous intervenez aussi? Oui. En dehors de l'eau, effectivement, nous avons 3 autres pôles de services digitaux que nous proposons. Donc, nous avons dans un premier temps ce que nous appelons le pilotage des organisations. Donc, voilà, c'est de loin le plus important à part notre domaine de spécialisation. Voilà, donc ici, en fait, nous permettons aux organisations de digitaliser leur processus. Par exemple, dans l'administratif, comment suivre, par exemple, les factures, les recouvrements, ou bien en termes de productivité aussi des agents. Donc vraiment, nous leur donnons des tableaux de bord pour qu'ils puissent voir les métriques de leur organisation. Donc là, dans le pilotage, là, il y a 2 sous-ensembles. Il y a cet aspect qui concerne la gestion donc, des administrations, ou bien des organisations en général, mais il y a aussi le reporting à distance. Par exemple, si je prends un gestionnaire de station-service, il peut avoir des stations à l'intérieur du pays. Donc, permettant à ces agents de remonter ces informations en temps réel, que ce soit par WhatsApp ou même par application mobile. Et on est en train de ramener encore le SMS dans les trucs. Donc, il y a une autre famille de logiciels qu'on appelle des chatbots conversationnels. Donc là, en fait, ce sont des chatbots notamment basés sur WhatsApp qu'on met en place dans les organisations pour leur permettre vraiment de soulager les standards. Parce qu'il y a des organisations où vraiment il y a trop d'appels au niveau du standard. Il y a moins d'agents aussi pour servir ses clients ou bien ses usagers. Donc on met en place cet outil qui leur permet là aussi de collecter un maximum d'informations en temps réel et aussi sur la durée même où il n'y a pas de travail, par exemple. Vous prenez même la nuit, 24 heures sur 24. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est bien avec les solutions numériques, elles peuvent travailler 24 heures sur 24. Et nos chatbots collectent les voix, ce qui est intéressant aussi dans notre contexte, parce que le vocal est beaucoup préféré. Donc, et vous avez tout un registre de dossiers qui vous tombent. Et donc, les agents peuvent les traiter aussi de manière différée, mais quand même, rien ne va échapper. En tout cas, c'est très intéressant. De ma compréhension, je pense qu'il y a un volet d'utilité publique dans ce type de service. Et du coup, ça rend tout à fait naturel que l'État puisse booster ça et qu'il se positionne comme acteur principal. Djibril, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour toutes les explications données. Vous êtes passionné par les métiers de l'artisanat, vous cherchez une formation pour concrétiser vos ambitions, vous avez 14 ans, vous êtes scolarisé, déscolarisé et non scolarisé ou professionnel des métiers. Le Centre des métiers du cuir et art du Niger, CMCAN, est l'établissement qu'il vous faut pour un apprentissage professionnel. Le CMCAN propose des formations initiales, continues et par apprentissage dans plusieurs domaines qui sont tannerie, maroquinerie, botterie, cirage et réparation de chaussures, gainerie, sculpture sur os et cornes, bijouterie, boucherie, teinture batik, cosmétique, tapisserie, coiffure et esthétique. Au CMCAN, la priorité est donnée à la pratique pour une meilleure maîtrise des métiers. Les diplômes délivrés sont le certificat de qualification professionnelle CQP, le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP. L'accès se fait par concours organisé par la Direction nationale des examens et concours du ministère de l'Enseignement et de la formation technique et professionnelle, par orientation ou par le dépôt de dossiers au centre. Ce n'est pas fini. Le centre est ouvert à toutes les nationalités. Pour plus d'informations,
formation, rendez-vous au centre situé à l'avenue des Sultans en face de la nouvelle cité Eyamak à Niamey. Ou contactez le 00227 20 72 23 44 ou écrivez-nous par mail sur cmcanniger@yahoo.com. Boîte postale 432 Niamey. CMCAN, un centre où la modernité s'allie à la tradition. CMCAN au service du développement de l'artisanat. Chers téléspectateurs, après notre plateau avec Sahelia Cloud, j'espère que vous avez aussi bien apprécié le spot sur les offres de formation du Centre de métiers de cuir et d'art du Niger, le CMCAN. Et sur ce, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition Business Challenge. Mais comme vous le savez, vous pouvez aussi continuer à nous suivre sur nos plateformes réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Vous pouvez aussi interagir avec nous tous les jours à travers la radio Challenge FM, 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité à Business Challenge et rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition sur Télé Sahel. Bonsoir.